Pour resituer, on fait partie de la jeune création. Donc, notre expérience et notre recul est d'assez courte durée. Euh, Depuis notre sortie d'études, on a été plutôt préservés. Mais en ce qui concerne nos 5 années en école d'art à Angers, on a vu pas mal de choses se jouer, surtout du sexisme. Et que ce soit dans les rapports entre étudiantes et étudiants, entre étudiantes et professeurs et artistes intervenants ou avec le corps technique. Mais pour moi, il y a vraiment des phrases qui résonnent encore. Enfin, surtout la fameuse «je vais te griller dans le monde de l'art contemporain», qu'on a entendu, qu'on n'a pas vécu, mais qu'on a entendu à 2 reprises. La première fois parce qu'une étudiante refusait les avances d'un artiste intervenant. Et la seconde fois parce que 2 étudiantes refusaient le harcèlement téléphonique d'un prof qui les prenait pour ses assistantes. Donc les systèmes d'oppression, ils se mettent en place avant même, parce que la question est resituée dans un milieu curatorial. Vous parlez d'exposition, mais en fait là, on l'a vécu avant même, enfin dès l'accès à l'école, avant même l'accès à l'exposition justement. Et pour ce qui est de notre expérience, notre vécu personnel, alors on a déjà vécu ce qu'on a appelé entre nous une assignation au placard. On travaille toutes les deux en duo et en couple, et c'est la manière dont je nous ai présentée lors de mon diplôme de fin d'études aux Beaux-Arts d'Angers. Et une des membres du jury m'a reproché d'avoir dit ça. Elle m'a reproché d'avoir énoncé le fait qu'on formait un couple. Pour elle, c'était pas nécessaire de le dire, et surtout, j'étais pas légitime de le dire parce que notre travail ne porte pas sur le couple. Et elle a renchéri en disant que, en tant que critique d'art, elle ne pourrait pas défendre notre travail à cause de ça. Alors, sur le coup, j'ai vécu ça avec beaucoup de violence et beaucoup d'incompréhension parce que je ne vois pas en quoi notre travail devrait légitimer notre couple ou notre couple devrait légitimer notre travail. Et surtout, notre position, elle n'a pas grand-chose d'original. Il y a plein d'artistes qui travaillent en couple sur d'autres sujets que le couple. Donc, de ce point de vue-là, sa réaction, elle était vraiment absurde. Et, euh, et le sentiment de violence que j'ai ressenti, il était décuplé par le fait que je venais quand même de faire un coming out lors de mon diplôme. C'était pas rien, c'était stressant. Et surtout, pour moi, c'était réfléchi et c'était nécessaire de le dire par rapport aux questions qui sont soulevées par notre travail, des questions de normes, des questions de genre, des questions de rapport de domination. Aussi dans le fait que dans les installations qu'on réalise, il y a nos visages qui apparaissent, donc il y a beaucoup de nous dans notre travail. Mais en fait, ce que j'ai trouvé terrible, c'était de devoir me justifier d'avoir dit ça. C'était ça, vraiment. Et, euh, et pour resituer, moi j'ai passé mon diplôme 1 an avant Laura, donc on n'a pas étudié dans la même promotion. Donc dans ce contexte, enfin, qui est celui du diplôme de Laura, j'ai pas la parole qui m'est donnée. Enfin, j'ai pas le droit de la prendre. Et il y a aussi, enfin, un autre aparté que je veux faire, c'est que, à contrario, pendant son diplôme blanc, elle n'avait pas énoncé notre situation de duo et de couple. Et quelque part, on lui a reproché et après, on l'a encouragé à le faire. Donc, il y a eu aussi la forme inverse. Ouais, on avait l'impression d'être un peu coincé. Si on le dit pas, on nous reproche de pas le dire, mais si on le dit, on nous reproche de le dire. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Et, euh, et c'est vrai qu'avec 1 an et demi de recul, on n'a toujours pas trop compris pourquoi cette personne avait réagi comme ça lors du vrai diplôme. Et enfin, on n'est pas du tout en mesure de savoir si la réaction aurait été la même pour un couple hétéro. Donc du coup, on ne peut pas affirmer que c'était notre homosexualité qui posait question. Mais c'est quand même ce qu'on a ressenti, mais on peut pas l'affirmer. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que les enjeux de ces remarques ne sont pas les mêmes pour nous que pour un couple hétéro, dans le sens où un duo d'artistes mixtes, un homme et une femme, on va possiblement se poser la question du couple. Je pense que beaucoup de personnes vont se dire ah, c'est peut-être un couple, peut-être même à tort. Et le truc, c'est que pour nous, si on ne le dit pas, on est invisible. Donc, enfin, ça passe par la parole. Donc, je pense que c'est une parole qui devrait être encouragée. Mm. Et aussi, pendant ce diplôme, on s'est rendu compte que sortir de cette invisibilité, ça pouvait aussi nous nuire. Donc maintenant, quand on participe à des expositions ou quand on postule à des appels à candidature, que ce soit appel à projet ou résidence, bah on marque une forme de prudence, on ne le dit pas forcément, euh, parce qu'aussi on n'a pas envie d'être uniquement considéré comme des artistes lesbiennes, mais parce qu'on veut avoir la liberté de le dire ou de ne pas le dire, si on le souhaite et quand on le souhaite.
et sans avoir à se justifier, quel que soit l'axe que prendra notre pratique. Donc c'est assez particulier comme système. L'intersectionnalité, c'est une question qui joue un rôle dans notre réflexion personnelle, dans notre pensée féministe. Et pour nous, c'est un bon outil pour analyser les différents systèmes d'oppression. Et on a commencé à s'intéresser, à se renseigner sur cette question parce qu'en fait, elle nous concerne. En tant que lesbienne, on est amené à subir un certain nombre de discriminations. Et en fait, la lesbophobie, c'est justement le point d'intersection entre le sexisme et l'homophobie. Si bien que dans certaines situations, on a du mal à savoir si on subit plutôt du sexisme ou plutôt de l'homophobie, tellement les deux sont liés. Alors, pour prendre un exemple un peu large de ce qu'est la lesbophobie ordinaire, par exemple, dans l'espace public, si on se donne la main ou si on s'embrasse, on a remarqué que pour un certain nombre d'hommes hétéronormés, voir des lesbiennes, pour eux, c'est synonyme de disponibilité sexuelle. Du coup, on a droit à des réflexions plutôt sexuelles, un peu comme le harcèlement de rue finalement, mais par rapport à notre couple. Et c'est vrai que l'intersectionnalité, c'est intéressant, enfin, ça nous permet de mieux comprendre ce qui se passe. Et par exemple, j'imagine qu'un couple homosexuel masculin va subir aussi des violences et aussi des discriminations, mais elles ne seront pas du même ordre. Ça sera différent. Donc pour nous, c'est un outil qui permet de ne pas mettre tout le monde dans le même sac et d'être plus précis. Et on a aussi l'impression que ça donne la parole aux personnes concernées. Enfin, qu'en tout cas, les discriminations sont vues du point de vue des discriminés. Ça nous semble important, ça, pour mieux décortiquer les systèmes d'oppression et mieux lutter de l'intérieur aussi. Et l'intersectionnalité, c'est aussi un champ de réflexion qui permet de poser la question des privilèges. Et se poser la question de ses propres privilèges, c'est déjà un premier pas pour les déconstruire. Par exemple, nous, on fait partie d'une minorité queer qui a subi un certain nombre d'oppressions, mais on a tout aussi bien conscience du fait qu'on est privilégié, enfin, du fait qu'on soit blanche. Mais pour en revenir au milieu de l'art, et encore une fois aux écoles d'art, c'est des écoles d'étudiants blancs, et je pense qu'il faut en prendre conscience et se demander pourquoi. Le mois dernier, on a été voir un documentaire d'Amandine Gay qui s'appelle Ouvrir la voie, qui parle d'afroféminisme. Et à la fin de la projection, elle était présente, elle a pris la parole et elle a abordé des positions sur les questions de communauté, de minorité qu'on partage. Et pour reprendre sa position, on va systématiquement, je dis on, mais c'est un on extérieur, hein. On va systématiquement reprocher en fait aux minorités racisées ou aux minorités LGBTQI de faire du communautarisme, que ce soit parce qu'on va se rassembler pour réfléchir, pour organiser une lutte, pour faire la fête ou pour juste se rassembler avec des personnes qu'on aime ou se sentir en sécurité aussi parfois. Par contre, on ne fera jamais à contrario ce même reproche aux blancs ou aux hétéros. C'est quelque chose qui est admis. Et, pourtant, je pense qu'il faut encore une fois, je vais en revenir aux écoles d'art. Je vais prendre l'exemple sur l'école des Beaux-Arts d'Angers parce que c'est celle dans laquelle on a étudié. C'est une école qui regroupe à peu près 300 étudiants, mais qui compte seulement une quinzaine d'étudiants racisés. Donc, c'est une communauté blanche, c'est une communauté dominante, mais qui n'a pas conscience de ses privilèges. Donc c'est quand même quelque chose qu'il va falloir déconstruire activement. Et pour en revenir à notre pensée et à la question initiale, on n'aborde pas l'intersectionnalité de manière frontale dans notre pratique. C'est pas le sujet de notre pratique, mais vu qu'on s'y intéresse, il y a forcément des formes d'inhérence qui reviennent. Oui, c'est vrai que si on cherche, on trouve dans notre travail de l'intersectionnalité. Par exemple, quand on réalise un ensemble de dessins
qui a pour point de départ le livre Les guerrières de Monique Wittig. On a choisi de représenter des corps de jeunes filles dénudées, désirantes les unes des autres. Du coup, dans la démarche de montrer ces corps qui sont peu montrés, auxquels on donne peu de visibilité, c'est une forme d'intersectionnalité. Et aussi de choisir comme point de départ un livre qui est pour nous majeur de la littérature lesbienne et féministe. C'est aussi de cet ordre-là. Et l'intersectionnalité dans notre travail, elle est surtout dans les sujets, enfin dans les questions qui découlent de ce qu'on propose, des questions qui ont rapport à la norme, au jeu de domination, aux questions de genre aussi. Et en fait, dans notre travail, il y a différents niveaux de lecture. On a remarqué, il y a la lecture première, et ensuite, il y a des sous-lectures qui viennent se répondre les unes les autres. Et souvent, le spectateur réinjecte de la norme dans cette idée de lecture multiple. Et c'est à ce moment-là qu'il y a de l'intersectionnalité, pour nous, en tout cas. Et c'est une projection, du spectateur qu'on cherche justement, qu'on convoite. On a envie de provoquer des réactions. Quelque part, la réponse, elle est déjà dans la question. Nous, on a eu la chance pour l'instant de travailler avec dans le cadre d'expositions collectives qui étaient organisées dans un souci de parité femmes-hommes, de travailler aussi majoritairement avec des femmes ou avec des hommes qui étaient non andronormatifs. Donc ça fait la différence. Mais pour répondre aux chiffres et aussi quelque part pour répondre à la première question énoncée, je pense qu'il faut revenir sur un contexte d'exposition en particulier dans lequel on avait été invité, mais qui initialement visait à montrer le travail de jeunes artistes, mais uniquement masculins. Et ça, on l'a su après coup, bien sûr, mais c'est la chargée de coordination du lieu qui a pointé le problème. Et je pense que sans elle, c'est la position que je prends, hein, le regard que je prends, mais sans elle, sans son regard de femme et sans son regard paritaire, il n'y aurait pas eu de rectification. On n'aurait pas été invité à participer à cette exposition, au même titre les autres femmes artistes. Ou alors il y en aurait peut-être eu une sur la dizaine exposée. Donc quelque part, on peut dire qu'on a eu une assignation de genre, puisqu'on a été sélectionnés parce qu'on était des femmes, pour répondre à un quota, et puis il y a eu une sorte d'acte manqué de réparation, si on peut dire. Donc la question de la parité, des fois, elle peut aussi être posée on se pose la question de est-ce qu'elle est toujours éthique et est-ce qu'elle est toujours bienveillante, en fait, même s'il faudrait qu'elle soit active et effective. Oui. Et c'est une position qu'on tient vraiment à défendre parce qu'on trouve qu'elle est encore à tort connotée très négativement, même simplement dans le terme. Et pour nous, le féminisme, c'est à concevoir de manière plurielle. Il n'existe pas un féminisme, mais des féminismes. Donc je vais essayer de définir notre féminisme pour le coup. Nous, on le conçoit de manière inclusive, qui réfléchit aux questions de sexisme, de transphobie, d'homophobie, de racisme, de validisme. On le pense pro-droit, pro-choix et intersectionnel. Donc là, c'est vraiment pour resituer la branche du féminisme dans lequel on se retrouve et on aime à penser. Et quand on a commencé à développer une conscience féministe, c'est vrai qu'on a ressenti le besoin d'aller se documenter, de lire des bouquins, d'aller chercher sur Internet, de parler avec d'autres féministes pour essayer de voir un peu dans tous ces féminismes possibles où est-ce qu'on se sentait bien. Et alors on a eu l'impression de monter dans un espèce de très grand train en marche qui était déjà bien lancé avec plein de manières de penser différentes. Et au début on s'est senti carrément perdu. C'est vrai que c'est dur au début de s'y retrouver dans tous ces... de se rattacher à un wagon. Ouais, c'est ça. Et finalement, c'est ce qui nous plaît aussi dans le féminisme, c'est que c'est un super outil critique et c'est aussi un outil qui est très, très, très varié, très, très ouvert. Et des fois avec lesquels on n'est pas du tout, mais alors pas du tout d'accord. Enfin, c'est ça aussi qui est intéressant.
Et c'est vrai qu'il y a des découvertes et des livres qui ont changé notre vie et nos perceptions. Je pense à Monique Wittig, Preciado ou Des Pentes, par exemple. Et maintenant qu'on est monté dans ce grand train, on ne veut plus descendre, on ne peut plus descendre.